Salut à tous, c'est Baptiste et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du Podcyclette, le podcast consacré au cyclisme sur route. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler du Tour de France et plus précisément des favoris. Je ferai un autre épisode où, comme d'habitude, on ira un peu plus dans le détail des étapes, etc., en regardant leur profil. Là, on va vraiment rester d'abord sur un œil global sur le parcours de ce Tour de France pour identifier quelles sont les étapes clés, là où ça va se jouer sur le classement général. Et donc ensuite, on pourra en déduire qui sont les favoris pour ce classement-là. On parlera aussi rapidement des maillots annexes, du maillot blanc, du maillot de meilleur grimpeur et du maillot vert. En tout cas, ce qu'on peut dire de ce Tour de France, c'est qu'il y a une start list très, très, très relevée sur tous les plans et ça sera très intéressant à suivre, j'espère, même si pour la course au maillot jaune, on se doute que c'est déjà quand même un petit peu plié. On en parle juste après. En termes de parcours, donc le Tour de France, vous n'êtes pas sans le savoir, s'élance de Barcelone, avec la particularité cette année, c'est qu'on part avec un contre-la-montre par équipe, dont les temps sont pris de manière assez individuelle. Vous avez vu ça à plusieurs reprises sur Paris-Nice, sur le Dauphiné cette année, le Tour Auvergne-Rhône-Alpes, pardon. Là, on fait ça à Barcelone avec une arrivée en côte. Donc ça sera le premier moment où on aura déjà des écarts au classement général. Je pense qu'ils seront assez minimes. On fait tout un plein sur ce chrono par équipe. Il fait même pas 20 kilomètres. Je pense qu'il y aura grand maximum 30 secondes de différence entre le premier et puis ses principaux concurrents. Peut-être une minute, allez, disons. Ça sera beaucoup. En tout cas, ça semblera beaucoup pendant la première semaine, cette minute-là. Je pense que quand on verra les écarts à la fin du classement général, franchement, ça sera vraiment quelque chose de négligeable. Donc, ça sera sympa à suivre. Ça donnera déjà un premier maillot jaune. Cependant, je pense que ça sera pas l'étape la plus importante pour le classement général final. On a une deuxième étape punchy à Barcelone. Pareil, je pense que ça va faire des premiers écarts au général, dès ce moment-là, mais encore une fois, vis-à-vis du reste du parcours, je pense que ce sera pas forcément l'étape la plus importante. Autre étape qui peut jouer un rôle, c'est l'étape, du Tourmalet, l'étape entre Pau et Gavarnie-Gèdre, qui fait 186 kilomètres. On passe par le Tourmalet et ensuite on redescend pour l'ascension finale à Gavarnie-Gèdre, qui est une ascension très longue, 18 kilomètres, mais à 4 de moyenne. Donc franchement pas certain qu'on se fasse la guerre sur cette étape-là. C'est possible, hein. C'est vraiment possible. On n'est pas à l'abri d'un Pogačar qui attaque dans le Tourmalet et ensuite une fois qu'il est parti devant, c'est impossible de le reprendre, donc il y a déjà des écarts importants. Mais je pense que, à part pour Pogačar, peut-être qu'on n'attaquera pas sur cette étape-là. Peut-être qu'on se préservera un peu et on verra. Peut-être qu'elle peut jouer un rôle pour le classement général, pas forcément. Et par contre, si c'est déjà le cas, bah, peut-être qu'on a un Tour de France plié dès l'étape 6 avec un Pogačar qui s'envole dans le Tourmalet, qui n'est pas repris à Gavarnie-Gèdre. Mais je pense que, encore une fois, c'est peut-être pas l'étape qui fera les écarts les plus significatifs au classement général. En tout cas, pour la globalité des coureurs. Peut-être qu'on peut mettre Pogačar et Vingegaard dans une galaxie un peu différente, mais je pense que pour le reste, ça sera globalement quand même assez groupé sur cette étape-ci du Tourmalet. Il y a l'étape du Lioran qui peut faire des écarts. Je pense que ça sera pas monstrueux, mais en tout cas, elle sera très intéressante à suivre, cette étape dans le Massif central. Et ensuite, il faut attendre le moment où on arrive dans le Jura, et ensuite on se rapproche des Alpes pour l'étape numéro 15, 14, pardon, l'étape du Markstein, qui fera des premiers écarts au classement général en montagne. C'est une étape difficile avec le col du Hag, je crois, c'est comme ça qu'on dit, qui est la dernière ascension avant d'arriver au Markstein. Et là, on peut avoir des écarts au classement général, donc type euh, arriver quasiment au sommet. Donc là, pour gros grimpeur qui aime bien les enchaînements. Le lendemain, étape qui arrive au plateau de Solaison, ça sera une course de côte, parce qu'avant, ça monte, ça descend, c'est difficile, ça fait mal aux jambes. Il y a pas de quoi faire des gros écarts au classement général, donc une course de côte au plateau de Solaison, mais le plateau de Solaison, on l'a vu sur le Tour Auvergne-Rhône-Alpes, il est tellement difficile que bien évidemment ça va faire des écarts au classement général. Ensuite, journée de repos, et on enchaîne avec le contre-la-montre au bord du lac Léman, entre Évian et Thonon, et c'est un contre-la-montre de 26 kilomètres avec une longue portion faux plat montant. En vrai, c'est de la montée. Pour eux, c'est du faux plat montant, mais pour nous, c'est de la montée. 9 kilomètres à plus de 4%. Et je pense que là, on aura aussi des écarts qui seront vraiment importants, qui seront significatifs. Donc là, l'enchaînement des trois étapes avec la journée de repos entre deux, Markstein, mais surtout Solaison et le contre-la-montre, on aura vraiment des très gros écarts, je pense, au classement général à ce moment-là. Et ensuite, il faudra attendre, je pense, la double étape autour de l'Alpe d'Huez, celle d'Orsières-Merlette. Je pense pas qu'elle soit vraiment significative pour le classement général. Alors que la première étape de l'Alpe d'Huez, ça se jouera plutôt en course de côte, je pense encore une fois.
avec l'ascension finale à l'Alpe d'Huez, ça fera là, je pense, des dégâts. C'est très dur l'Alpe d'Huez. Et l'étape du lendemain, qui peut aussi potentiellement faire des écarts immenses, l'étape numéro 20, pardon, avec un dénivelé de 5 600 mètres, dénivelé de positif, entre Bourdoisan et une nouvelle arrivée à l'Alpe d'Huez, en passant notamment par la Croix de Fer, l'enchaînement Télégraphe-Galibier. C'est une étape qui est longue, 170 km malgré tout, et qui enchaîne beaucoup en termes de col, mais on a quand même pas mal de vallées. Mais c'est tellement dur en termes de dénivelé positif que je pense qu'on aura des écarts assez importants, même si les cols les plus difficiles sont pas les derniers. On finit par le col de la Sarenne, le col de Sarenne, pardon, qui est un petit peu difficile, mais pas tant que ça. Surtout au regard de ce qu'on aura grimpé avant, avec la Croix de Fer, le Télégraphe et le Galibier. Et ensuite, ça monte, ça descend pour arriver au sommet d'Alpe d'Huez. Et je pense que peut-être qu'on aura une course qui se lancera de plus loin, mais en tout cas, cette étape-là, elle fera évidemment des écarts et elle sera très importante pour les grimpeurs qui enchaînent bien l'école. Parce que là, on sera en dernière journée de Tour de France, étape numéro 20. On aura fait de la montagne la veille avec l'Alpe d'Huez, on sera très fatigué. Et on aura une étape avec des enchaînements de cols qui pardonnera pas les défaillances. Donc là, il faudra être un excellent grimpeur pour survivre à cette étape-là. Donc voilà pour les étapes cruciales sur ce Tour de France. Et on voit quand même que globalement, ça va se jouer dans les ascensions qui arrivent au sommet. euh, et les deux contre-la-montre. Je pense surtout le contre-la-montre individuel. Le contre-la-montre par équipe, il va pas trop jouer sur ce classement général. Mais moi, ce que je note vraiment, c'est vite fait l'étape de Gavarnie-Gèdre, mais surtout le Markstein, le plateau de Solaison, le contre-la-montre d'Evian, et ensuite les doubles étapes de l'Alpe d'Huez. Et clairement, il faudra être un très très bon grimpeur pour aller chercher une victoire au classement général sur ce Tour de France. On va passer donc sur les principaux favoris. La start list n'est pas encore totalement définitive. Il y a des équipes qui sont pas au complet, mais ça se remplit de plus en plus. Mais je pense qu'on a l'essentiel. Donc on va commencer tout de suite. On va regarder les cotes sur les bookmakers sur le site Winamax. C'est pas une incitation à parier, c'est juste pour avoir un avis un peu objectif sur les chances de tout le monde d'aller gagner ce Tour de France. Et le mieux coté, bien évidemment, c'est Tadej Pogacar, sa cote est à 1,30. Donc c'est un favori absolu qui est seul dans sa catégorie. Et il y aura personne pour aller le titiller sur ce Tour de France. Vingegaard est coté à 6. On verra combien de temps Vingegaard est capable d'aller embêter Pogacar, mais il y a un monde dans lequel à Gavarnie-Gèdre, c'est déjà fini. Et si c'est pas le cas, je pense qu'au plateau de Solaison, ça sera cuit. Donc, si Vingegaard tient à l'étape de Gavarnie-Gèdre, ça sera intéressant parce que ça prolongera le suspense pour nous, les suiveurs, jusqu'à l'étape au moins du Markstein. Donc, ça veut dire que jusqu'à l'étape 14, on aura du suspense, en tout cas un faux semblant de suspense. Par contre, je pense qu'à Markstein et Solaison, et après, c'est finito complètement au classement général. Et franchement, je vois pas comment on pourrait détrôner Pogacar. On va pas faire du faux suspense. Il est extrêmement fort. Depuis 2024, il a passé un cap extraordinaire. Là, cette année, il semble encore plus fort que les années précédentes. Si on regarde sa saison, il s'impose au Strade Bianche, il s'impose au Milan-San Remo malgré sa chute. Il s'impose sur le Tour des Flandres. Il fait deuxième à Paris-Roubaix alors qu'il a eu des gros ennuis quand même, mécaniques, etc. Il s'impose pas parce qu'il y a un Wout van Aert qui est vraiment exceptionnel, sinon il était très très fort, c'était un terrain qui lui convenait pas. Il s'impose à Liège-Bastogne-Liège assez facilement, même si Paul Sexas lui a donné un petit peu de fil à retordre, mais sinon les écarts étaient monstrueux. Il y a ce Tour de Romandie où on le voyait pas trop impérial. Il a quand même gagné en remportant 4 étapes, mais on le trouvait pas si impérial que ça sur le Tour de Romandie. Et puis finalement, il est parti s'affûter et il est revenu sur le Tour de Suisse qu'il a complètement écrasé. Alors certes, sur le Tour de Suisse, la concurrence n'était pas très élevée, mais lui, il était à un niveau stratosphérique, il a peut-être s'échapper là sur l'étape numéro 1 qui avait aucun sens. Ensuite, il y a le contre-la-montre qu'il a bien évidemment remporté. Et puis, bah voilà, Villars-sur-Olon, la dernière étape, la vraie étape de montagne, où là, il a vraiment appuyé sa domination. Il a semblé très facile, et même si la concurrence était pas très élevée, je pense que Pogacar est encore sur un niveau stratosphérique cette année, et il sera impossible à les déloger. Il a quand même une belle équipe autour de lui. On n'a pas de Almeida, parce qu'Almeida est pas hors de forme, et on a Isaac Del Toro qui sera un lieutenant diabolique. Isaac Del Toro, quand même, à un niveau aussi stratosphérique cette année. On l'a découvert l'an dernier, on a vu qu'il était capable de tenir sur un grand tour parce que ce qu'il fait sur le Giro l'an dernier, c'était très fort. Et on rappelle qu'il a que 22 ans, Isaac Del Toro, et donc le Giro c'était il y a 1 an et 3 mois. Il a eu tellement le temps de prendre de la maturité entre deux. Franchement, j'ai aucun doute sur le fait qu'il va être très solide pendant tout ce Tour de France.
Là, il a gagné cette année le Tour de l'UAE, troisième d'Estrade Bianche. Bon, il n'a pas fait grand-chose sur l'Estrade, mais il était très fort. Sur Tirreno, il s'impose aussi. Il y a le Tour du Pays Basque où il a un petit contretemps. Et puis il y a ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes où on attendait un duel avec Ayuso et avec Sexas. Sexas n'était pas au rendez-vous et Ayuso était moins fort. Et donc Isaac Del Toro s'est imposé de manière vraiment dominatrice sur ce Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes. Et surtout, c'était sur des étapes vraiment très montagneuses, alors qu'on avait peur que Isaac Del Toro soit un peu limité en haute montagne, que lui soit capable seulement de gérer sur des efforts plus punchy et qu'en haute montagne, il devait limiter la casse. Et là, c'est tout le contraire, parce qu'il est allé s'imposer à la fois au Grand Colombier et au plateau de Solaison, qui sont quand même deux ascensions très difficiles de haute montagne. Il s'impose au classement général avec plus d'une minute d'avance sur Juan Ayuso, sur Jorgensen, Tobias Land Johannessen, Mathias Kelmose, Kanoito Brooks. Et tout ça, c'est des gens qu'il devra affronter pendant le Tour de France. Et là, il leur était supérieur sur le Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Il y a franchement pas de raison qu'il leur soit pas supérieur non plus sur le Tour de France. Donc Isaac Del Toro, bien évidemment, coéquipier de luxe, vraiment de luxe pour Pogacar. De toute façon, Isaac Del Toro, c'est le quatrième favori selon les bookmakers, coté à 30, devant des coureurs comme Remco, comme Lipovic et Ayuso. Donc ça montre bien la position du bonhomme et je pense qu'il sera pas très loin d'aller chercher un podium. On en parlera après quand on parlera de Vingegaard et Sexas notamment, mais il arrive avec énormément de certitude sur ce Tour de France, Isaac Del Toro. Certes, il va devoir travailler un petit peu pour Pogacar, mais moi je pense que Pogacar peut plier la course assez rapidement, et à ce moment-là, ça pourrait dire qu'Isaac Del Toro aurait de la latitude pour aller chercher pourquoi pas une troisième place, comme c'était le cas pour Adam Yates en 2024, si je dis pas de bêtises. Non, 2025, 2023, pardon, 2023 il me semble. Et donc je pense que Isaac Del Toro peut avoir un moment et assez rapidement de la latitude pour jouer son classement général aussi. Et je pense que c'est quasiment assuré qu'il soit dans le top 5, Isaac Del Toro, à moins d'une grosse défaillance. Et peut-être même qu'un podium est envisageable. On verra comment ça se déroulera au fur et à mesure de la course. Mais donc évidemment, équipe UAE très forte. Et encore là, j'ai parlé que de deux coureurs. Autour d'eux, il y aura Tim Wellens qui est en train de se remettre de son début d'année compliqué avec cette chute. Brandon McNulty, bien évidemment. Adam Yates, toujours le grégario solide. Et puis, Großschartner aussi pour la montagne. Et ensuite, sur la plaine, on aura Vermeer chez Polic. Franchement, équipe très 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 solide, il n'y a rien à dire. Et ils vont écraser la course. Et Pogacar va remporter très facilement ce Tour de France. Reste à savoir quelle sera la position d'Isaac Del Toro. Moi, je vous dis, top 5 assuré. On verra s'il est capable de faire mieux. C'est pas impossible, ça dépendra un peu du scénario de la course, mais je pense que Pogacar va écraser très vite ce Tour de France. Et donc laissera assez rapidement la porte ouverte à Isaac Del Toro pour lui aussi jouer sa carte au classement général. Bref, on enchaîne. Deuxième favori, côté A6, bien évidemment, c'est Jonas Vingegaard. Vingegaard qui sera le leader de la Visma Leasebike. On a une belle équipe autour de lui, mais équipe qui a été un peu affaiblie avec notamment le forfait de Wout van Aert, qui finalement ne pourra pas venir. Et là, en fait, c'est la compo officielle. On annonce encore Eduardo Affini dans cette compo, alors qu'il avait chuté lourdement sur les championnats d'Italie du contre-la-montre. On verra si ça change pas d'ici là. Quand même, attention, parce que Affini, c'était un bon équipier, notamment pour le contre-la-montre par équipe. Mais sinon, on aura toujours Campenarts, très très solide là sur le Giro. On verra s'il est capable d'enchaîner un deuxième grand tour à ce niveau-là, mais en termes d'équipier, c'était fantastique. Pareil pour Sepkus, c'est un bon équipier aussi. Et puis ensuite, on aura Bruno Armirail qui sera là, très solide. Bertrand Dagonès un peu moins, mais il fera le taf sur le plat. Et Piganzoli aussi sera aligné. Moi, je suis pas trop fan d'aligner Piganzoli là. Certes, il a fait un très bon Giro, mais la concurrence était un peu plus faible. Et il est très jeune, Piganzoli, malgré tout. Est-ce qu'il sera capable d'enchaîner un deuxième grand tour comme ça à un très haut niveau? Il a que 23 ans. Il en aura 24 pendant le Tour de France. Je suis pas certain, mais il faut dire qu'on manquait un peu de personnel chez Visma Leasebike, avec des coureurs qui sont blessés, etc. Donc voilà, on met Pigansoli, on verra ce que ça va donner. Mais équipe quand même moins forte, je trouve, que les années précédentes, moins forte que la UAE. Mais très bonne nouvelle pour eux, ils auront Matteo Jorgensen sur qui on pourra compter aussi. Jorgensen, il sera bien évidemment coéquipier de Vingegaard, il n'y a aucun doute là-dessus, mais il peut aussi jouer un bon classement général. Jorgensen, cette année, c'était un bon Tirreno Adriatico qui finit à la deuxième place derrière Isaac Del Toro.
juste devant Giulio Pilizzari, devant Tobias Allan-Johannessen, Primoz Roglic, beaucoup de bons coureurs. Donc il était en forme, Matteo Jorgensen. Ensuite, il y a eu cette chute avec Kevin Vauquelin sur l'Amstel qui a compromis ses chances sur les Ardennaises. Lui qui souvent fait aussi un peu les Flandriennes, là il s'était concentré sur les Ardennaises, il n'a pas pu les courir. Et il y a ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes où il était en dessous des trois meilleurs. Euh, donc Del Toro et Sexas, mais bon, Sexas on l'a pas vu assez longtemps. Et il était aussi un peu en dessous en montagne, même sur la fin de Tobias Allan-Johannessen, un peu kiff-kiff avec Skilmose. Donc ouais, Jorgensen, ça sera un bon équipier, mais il pourra pas jouer dans la même cour que Isaac Del Toro, malheureusement pour lui, ni même que Juan Ayuso. Après, un fond de top 10, c'est pas impossible, mais je pense qu'il sera plutôt dévoué pour, euh, pour l'ami Vingegaard. Et peut-être que, à l'instar de l'an dernier, où il avait fait finalement, je crois, 19e au classement général sur Tour de France, euh, il va être vraiment équipier modèle. Et ça sera tout pour Vingegaard. Maintenant, on parle quand même de Vingegaard un petit peu, parce que c'est lui le sujet principal de cette petite rubrique. Vingegaard, bah, évidemment, début d'année irréprochable, il n'a pas croisé la route de Pogacar. C'est ça, mais sinon, début d'année irréprochable. Vainqueur sur Paris-Nice, assez facilement, malgré des conditions dantesques. Vraiment, il a gagné en patron ce Paris-Nice, même si la concurrence n'était pas non plus folle. Enfin, il y avait un Ayuso qui a finalement abandonné. Sur le Tour de Catalogne, pareil, il s'impose assez facilement. Il y avait du Remco qui était présent, mais Remco un peu en dessous. Sinon, il y avait du Lipovitz, du Félix Gall, du Skelmose, mais il était très fort aussi sur ce Tour de Catalogne, le Danois de la Visma Leasebike. Et ensuite, il y a eu ce Tour d'Italie, bien évidemment. Tour d'Italie qu'il a écrasé, sur lequel il a remporté, je crois, 5 victoires d'étape. Et il s'est même un peu économisé, hein, peut-être. Parce que franchement, on n'est pas non plus sur un niveau Pogacar 2024, je dirais. Il a gagné avec un peu moins de marge, sur des adversaires un peu plus tendres. Mais c'était quand même une sacrée démonstration de force. Il arrête pas de clamer sur tous les plateaux. Je suis encore plus fort sur le deuxième grand tour. Je suis pas certain de ça, pour être honnête. Je suis pas certain qu'il soit plus fort sur le Tour de France que ce qu'il a pu être sur le Tour d'Italie. Je suis pas certain que ça soit la meilleure préparation pour le Tour de France que d'aller faire le Tour d'Italie. Il a été opportuniste, je pense. Il pouvait aller chercher un grand tour. Il a compris que sur le Tour de France c'était compliqué, qu'il y avait toujours Pogacar. Là, il va chercher un Giro, il l'avait jamais eu. Il complète sa trilogie Giro, Volta et Tour de France. C'est très bien pour lui. Il rentre dans l'histoire et je pense qu'il a bien fait d'aller chercher ce Giro parce que je pense que même s'il était préparé du mieux qu'il pouvait, il aurait pas pu mettre Pogacar parce que Pogacar est tout simplement sur une autre planète. Et on peut parler de ce Pogacar 2024 qui avait enchaîné Giro puis Tour de France, mais Pogacar 2024 c'est déjà le Pogacar en mode cyborg. Il va chercher ce Giro vraiment facilement et ensuite il gagne le Tour de France aussi facilement parce qu'en face il y avait Vingegaard. Vingegaard n'est pas Pogacar. Et en plus, c'était un Vingegaard qui était passé pas loin de la mort juste avant sur le Tour du Pays Basque. Donc finalement, il n'avait pas trop de concurrence non plus Pogacar sur ce Tour de France-là. Maintenant, est-ce que Vingegaard pourrait réitérer pardon, le même exploit? Non. Déjà parce que Vingegaard n'est pas Pogacar et donc il n'a pas le même niveau que Pogacar en 2024. On ne sait pas s'il sera capable de bien enchaîner ces deux grands tours aussi fort que Pogacar a pu faire. On se souvient de son doublé avec le Tour d'Espagne l'an dernier. Moi, je l'avais pas trouvé impérial hein, sur le Tour d'Espagne, Vingegaard. Et surtout parce que Pogacar n'est pas Vingegaard euh, et Vingegaard n'est pas Pogacar. Donc j'ai un peu perdu le fil de ce que je voulais dire. Mais je pense que donc, Vingegaard n'a pas le niveau de celui qui était Pogacar en 2024. Et surtout Pogacar en 2026 sur le Tour de France est un adversaire beaucoup plus coriace que ce qu'était Vingegaard sur le Tour de France en 2024 pour Pogacar. Donc pour toutes ces raisons, je pense que Vingegaard sera très fort, mais assez loin du compte par rapport à Tadej Pogacar. Et c'est ce qui est retranscrit hein, finalement par les coachs des bookmakers. Il y en a un qui a un 30, l'autre a 6. Ça veut tout dire, il n'y a qu'un seul favori. Et il est slovène. Voilà, on verra ce que Vingegaard sera capable de faire, combien de temps il sera capable de tenir la route Pogacar. Est-ce qu'il y aura du suspense jusqu'au Markstein et au plateau de Soulaison? Est-ce que ça sera déjà cuit avant? C'est possible hein, dans l'étape de Gavarnie-Gèdre. Après, c'est du cyclisme, il peut toujours se passer des trucs. Pogacar peut avoir des soucis, il n'est pas surhumain, même si ça lui arrive assez peu souvent. Donc Vingegaard sera là en opportuniste derrière.
Je pense que c'est pas à lui de prendre la course à son compte, très clairement. Il faudra juste qu'il tienne le plus longtemps possible, derrière Pogačar et une fois que Pogačar sera loin devant, il entrera dans une nouvelle bataille face à ceux qui le suivent. Mais je pense que il a quand même largement de quoi remporter cette bataille face aux Sexas, Evenepoel, Lipovic, Ayuso, Del Toro et autres. Bref, donc je le vois deuxième et à peu près aussi seul dans son monde. Loin derrière Pogačar, mais quand même avec assez de marge sur le troisième. Donc voilà pour Vingegaard. Le troisième favori, c'est Paul Sexas, bien évidemment, le français coté à 15. Donc on voyait Vingegaard à 6, Sexas c'est à 15. Ça montre quand même qu'ils sont pas non plus exactement dans la même cour, Sexas et Vingegaard. C'est bien normal parce que Sexas n'a pas du tout le palmarès de Vingegaard. Et surtout, Sexas, bah, il a jamais fait le Tour de France. Il a jamais fait un grand tour tout court. On ne sait pas comment il tient sur 3 semaines. Alors certes, il a fait un début de saison stratosphérique. Il est en progression constante. Il a que 19 ans. Pour rappel, le Tour d'Algarve, seulement battu par Ayuso, mais encore, il était fort. C'est Strade Bianche, où il est impérial derrière Pogačar. Il mate Isaac Del Toro, franchement, de manière déconcertante. Ce Tour du Pays Basque, où il s'impose devant Ayuso, devant Del Toro, qui ont tous les deux abandonné. Mais il semblait le plus fort. Il y a cette flèche wallonne où il s'impose très facilement, mais il n'y avait pas de concurrence. Ce Liège, où il s'accroche très longtemps à la route Pogačar. Et là, on se dit vraiment, ah ouais, quand même, il a encore passé un palier. Et puis, il y a cette déception sur le Tour Auvergne-Rhône-Alpes, où bah, malheureusement, il chute un peu de manière idiote dans cette étape qui va au Grand Colombier. Et il fait une étape qui arrive au Grand Colombier héroïque, avec une équipe Groupama FDJ, n'importe quoi. Decathlon CMA CGM qui l'a entouré de manière franchement impressionnante. Et le caractère, la force de caractère dont il a fait preuve sur cette étape du Grand Colombier, c'était quand même fou. Paul Sexas, c'est un immense champion. Il gagnera le Tour de France, mais ça sera juste pas cette année, parce qu'il est pas encore assez fort. Et surtout parce que tant qu'il y aura Pogačar, on verra comment Sexas évolue dans les années suivantes, mais là, cette année, il est encore trop loin de Pogačar pour espérer quoi que ce soit. Et je pense qu'il faut quand même rester prudent sur Paul Sexas. On l'a jamais vu affronter Vingegaard, donc on ne sait pas ce que ça vaut en montagne l'un contre l'autre. Et donc, dans le doute, moi, je mets pour l'instant Vingegaard toujours devant. Et il y a quand même aussi l'inconnu des 3 semaines pour Paul Sexas. Euh, on sait que les coureurs sont de mieux en mieux préparés. Il est professionnel depuis très longtemps, Paul Sexas, malgré tout. Alors, même avant qu'il soit officiellement pro, qu'il ait signé un contrat, il était déjà très bien suivi, très bien encadré. On sait ce qu'on fait du côté de la Décathlon avec Paul Sexas. Je pense qu'il sera capable de tenir à peu près les 3 semaines, mais il sera pas capable de rivaliser avec un coureur comme Vingegaard. Donc moi je pense que effectivement Paul Sexas pour l'instant est plutôt le favori pour la troisième place. Et encore quand on dit ça on prend pas mal de risques parce qu'il a jamais fait de grand tour. Mais il a montré un niveau tellement élevé sur je dirais l'Estrade Bianche, Liège, même le Tour du Pays Basque, mais surtout Liège et l'Estrade Bianche. euh, un niveau si proche de Pogačar. Franchement, même des gars comme Evenepoel, on les a pas vus aller si haut récemment. Donc je pense qu'il a un niveau plateau très haut. Maintenant, est-ce qu'il sera capable de le tenir sur les 3 semaines? Ça, j'en doute un peu. Sur l'enchaînement des difficultés, sur de la vraie très haute montagne qui s'enchaîne, pour l'instant, Paul Sexas, on l'a pas encore vu sur un enchaînement de haute montagne. On voulait avoir des réponses sur ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes. C'est décevant, on n'en a pas. Et je pense qu'il va un peu faiblir, il va un peu fatiguer, et je pense que ça le lui permettra pas d'aller chercher un Vingegaard. Donc pour moi, je le mets plutôt favori à la troisième place, Paul Sexas. Il faudra quand même se méfier aussi d'Isaac Del Toro. Je pense qu'il sera un concurrent très sérieux pour le podium, même s'il devrait être un peu au service de Pogačar. Je pense que intrinsèquement, Sexas a un niveau brut plus important que celui de Del Toro. C'est ce qu'on a vu sur l'Estrade Bianchi notamment. Maintenant, les conditions dans lesquelles ils sont, la pression que Paul Sexas aura et que Isaac Del Toro n'aura pas, l'expérience que Isaac Del Toro a sur les grands tours que Paul Sexas n'a pas, font que ça peut un peu rebattre les cartes. Et je pense que Del Toro pourrait potentiellement ne pas être très loin de Paul Sexas. Mais encore une fois, c'est un grand tour, ça dure 3 semaines. Euh, on n'est déjà pas certain à 100% de voir Sexas arriver à la fin de ce grand tour. Donc on va être un peu prudent, mais je pense qu'en termes de niveau pur, Paul Sexas c'est pas très loin de Vingegaard.
La question, c'est est-ce qu'il sera capable de le maintenir sur 3 semaines? Et là, j'en suis pas vraiment certain, donc c'est pour ça que je dis, c'est que ça se favori à troisième position, mais quand même assez loin de Vingegaard sur ce Tour de France. Et c'est quand même exceptionnel, hein. Quand je dis ça, certes, on aurait rêvé de voir Sexas gagner le Tour de France. Là, quand même, c'est fou de dire ça. Une troisième place sur un Tour de France, c'est pas arrivé depuis Romain Bardet et Thibaut Pinot, et c'était pas les mêmes adversités. Là, on est peut-être sur le plateau le plus relevé de, je sais pas, ces 20 dernières années, peut-être, sur ce Tour de France. Et imaginez qu'un homme de 19 ans, français, réussisse à se mettre sur ce podium-là, c'est quand même une performance qui est magnifique et qui, je pense, ne sera pas vraiment comparable avec ce qu'ont fait Bardet et Pinot à l'époque, qui sera beaucoup plus impressionnante. Mais encore une fois, il y a 3 semaines de course, on parle vraiment au conditionnel là, on fera le bilan s'il le faut à la fin de ce Tour de France. Mais pour l'instant, je le mets favori pour la troisième position. En termes d'équipe, elle n'est pas encore totalement fixée du côté de la Decathlon CMA CGM. On aurait dû l'annoncer. Il y a des malades, il y a des gars qui ont été écartés, je pense à Mühlberger, peut-être parce qu'il va partir de Decathlon CMA CGM. C'est assez compliqué, mais ce que j'ai vu sur le Dauphiné, sur le Tour Auvergne-Rhône-Alpes, pardon, m'a vraiment rassuré sur la Decathlon CMA CGM. Et ça sera une équipe très solide autour de Paul Sexes. Pas du niveau de la Visma, pas du niveau de la UAE, mais il y a une forte cohésion. En fait, il y a un truc mental que je vois pas forcément dans les autres équipes. Et là, en fait, ils seront tous en mission autour de Paul Sexes. Et ça, c'est quand même un atout supplémentaire. Et ils seront portés aussi par toute une nation, on va pas se mentir. Donc voilà, Paul Sexas, favori pour la troisième place pour les bookmakers et aussi pour moi. Et ensuite, on disait donc côté à 30, on a Isaac Del Toro, qui sera le principal concurrent à Paul Sexas pour la troisième place. Même si je rajouterais Remco Evenepoel, et Remco Evenepoel, il est coté à 50. Donc c'est très loin de Paul Sexas qui est à 15. C'est un peu loin d'Isaac Del Toro qui est coté à 30. Mais Remco Evenepoel est coté à 50 en même temps que Florian Lipovic, qui est aussi coté à 50. Et en fait, il y a en fait cette hydre à deux têtes, pardon, du côté de la Red Bull Bora, qui est un peu difficile à appréhender. La Red Bull Bora donc s'avance avec deux leaders. Ensuite, on aura une équipe qui en sera complètement dédiée. On a Tim Van Dijk, Nico Dens, Mattia Cataneo, Jan Tratnik, Maxime Van Gils, Jane Lay. Donc Jane Lay qui a annoncé aussi, j'avais pas fait attention sur ce Tour de France. Jane Lay, de toute façon, il a déjà joué sa carte sur le Giro d'Italia, il sera un peu cramé et il sera très clairement au service de Lipovic et d'Evenpool, mais ça sera un très bon équipier. Et donc, bah, il y a ce double leadership. Je sais pas trop comment on va la jouer du côté de la Red Bull Bora. Je sais pas si eux savent comment ils vont la jouer. Parce que Lipovic, c'est la fiabilité absolue. Il a remporté le Tour de Slovénie, mais c'est un peu anecdotique. Sinon, deuxième du Tour de Romandie, deuxième du Tour du Pays Basque, troisième du Tour de Catalogne. C'était quand même une année très solide pour Lipovic. On le rappelle, troisième du Tour de France l'an dernier, alors que Remco a abandonné. Ça montre quand même que c'est un coureur très fiable. Malheureusement, je pense que Lipovic, c'est un homme qui a déjà à peu près atteint son plafond. Et même s'il est très bon, il manque aussi un petit peu de sens tactique parfois, mais bon, il a pas trop de punch. Je pense qu'il reste sur un niveau où là, si tout le monde finit le Tour de France parmi tous les favoris, il peut vraiment pas faire top 5, parce que il y a beaucoup trop de coureurs qui ont des qualités intrinsèques plus élevées que la sienne. Par contre, c'est une fiabilité absolue. Et donc, je pense que peut-être qu'il fera top 5 au final sur ce Tour de France, parce qu'il y a des coureurs qui sont plus forts devant lui, qui sont moins fiables, et qui finiront peut-être pas. Donc, Lipovic, en fait, si on met tout sur Lipovic, on est sûr d'avoir un top 6, top 7, et on peut viser un top 5 si les circonstances sont favorables. Ça, c'est certain. Maintenant, on a Remco dans l'équipe, et Remco, c'est quand même un coureur d'une autre trempe que Lipovic, sans vouloir faire offense à Lipovic. Remco, c'est tout simplement un des meilleurs coureurs du peloton, et en niveau pur, il est dans la galaxie des Pogacar, Vingegaard, Van der Poel, Van Aert, maintenant Sexas et Remco. Ces gars-là, ils sont dans un cercle fermé qui fait qu'ils ont un niveau intrinsèque qui est juste phénoménal et qui dépasse les autres gars. Bien devant Lipovic, bien devant Ayuso. J'ai peut-être oublié Del Toro dans ce groupe-là, mais je pense qu'il a même un niveau intrinsèque pour l'instant Remco plus fort que Del Toro. Le problème de Remco, c'est qu'il n'est pas du tout fiable. Si on regarde son début d'année, il y a eu ce Tour de Valence qu'il a gagné, mais bon voilà. Et ensuite UAE, il s'est complètement loupé. Catalogne, il est aussi passé à travers, il a finalement fait l'équipier pour Lipovic.
Tour des Flandres, il était fort. Ça, c'était cool. Amstel, il était fort, il l'a remporté. Et Liège-Bastogne-Liège, bah, finalement, il fait troisième et il est derrière Sexas. Donc voilà, ça résume assez bien. Il était pas en très bonne forme, Remco, sur ce Liège-Bastogne-Liège. Et ça montre quand même un petit peu son déclassement dans la hiérarchie. Et là, franchement, je sais pas trop quoi en penser par rapport à Paul Sexas. Et je pense que Remco sera trop limité en haute montagne. Le problème sur Remco, c'est qu'on n'a pas d'indication sur sa forme, parce qu'il est en stage d'altitude depuis qu'il est rentré de Liège-Bastogne-Liège. Donc là, ça fait 2 mois qu'il a pas couru. Il va commencer le Tour de France après 2 mois et demi sans compétition. Un niveau totalement absolument inconnu, pardon. Donc on verra ce que ça va donner. Heu, Quand même, il y a un truc, c'est que Remco, l'an dernier, il fait le Tour de France, il abandonne. En 2024, il fait le Tour de France, il fait troisième, il est très fort. En 2023, il fait 12e de la Volta. En 2023, il fait aussi le Giro qu'il abandonne. Et en 2022, il remporte la Volta. Donc en fait, il y a un grand tour sur 3 où il est fiable et où il va faire un résultat très bon, c'est-à-dire gagner la Volta puis faire troisième du Tour de France. Et sinon, le reste du temps, bah, soit il est hors du classement général parce qu'il y a des journées où il est pas capable de suivre, ou soit il abandonne. Donc c'est vraiment un coureur sur courant alternatif Remco. Là, il y a une adversité qui est vraiment très forte. Je pense qu'il n'y a aucun monde dans lequel il concurrence Vingegaard et Pogacar, ça c'est certain. Maintenant, est-ce qu'il sera capable de jouer les podiums face à Sexas del Toro? C'est une autre inconnue. Je pense qu'il a le niveau intrinsèque pour se battre avec eux. Maintenant, il est tellement imprévisible que je sais pas trop s'il sera capable de le faire dans la réalité. Et je pense que c'est un peu ce dilemme-là qu'auront les dirigeants de la Red Bull Bora. C'est est-ce qu'on mise sur un mec fiable qui a pas un niveau très haut, Lipovic, attention, je dis un niveau très haut par rapport aux autres, ou est-ce qu'on mise sur un mec qui intrinsèquement a des meilleures qualités, qui est Remco, mais qui peut peut-être nous claquer dans les doigts pendant cette édition du Tour de France? Moi, je pense que c'est plus intéressant comme de jouer sur la carte Remco. Maintenant, eux, ils ont des données en interne qui leur permettront de choisir. Et on verra comment ça va se profiler. Le parcours est pas forcément très favorable à Remco. Pas tant d'étapes punchy que ça, hein. C'est surtout de la vraiment haute montagne et de contre-la-montre. Le contre-la-montre par l'équipe, il pourra pas faire de grosses différences dessus. Le contre-la-montre individuel, il est pas si long, 25 kilomètres. Et il y a un peu de montée, donc il fait pas autant d'écart que sur du plat. Donc c'est un parcours qui lui convient pas très bien à Remco, je pense. Mais il a le niveau pour aller chercher presque un podium, en fait, s'il est dans les bonnes conditions. On verra si c'est le cas. Je suis pas magicien, je peux pas vous le dire à l'avance. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Remco, ça sera un coureur qui va animer ce Tour de France et qu'on suivra vraiment avec intérêt. Voilà pour la Red Bull Brabantse. Donc les deux sont cotés à 50. Et on a un autre coureur qui est coté à 50, c'est Juan Ayuso, qui sera donc le leader de la Lidl Trek. Lidl Trek qui potentiellement s'annonce sur ce Giro, avec aussi Skjelmose et avec Ciccone. Normalement, Mats Pedersen devrait en être, tout comme Matthias Vacek. On attend aussi du Quinn Simmons et du Søren Kragh Andersen, donc ça va faire une équipe très 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 solide. Moi, je vois bien un Julien Bernard en équipier aussi. Et je pense qu'il y aura un double leadership, Ayuso-Pedersen, parce que clairement, Pedersen, c'est aussi un gars sur lequel tu peux structurer ton équipe. Et Juan Ayuso, le problème, c'est qu'il montre pas encore les garanties pour gagner un grand tour. On l'a vu sur le Tour Auvergne-Rhône-Alpes, il n'était pas capable d'être meilleur que Isaac Del Toro, alors qu'Isaac Del Toro sera lieutenant sur ce Tour de France. C'est peut-être un candidat pour le top 5, Juan Ayuso, mais je pense que en montagne, intrinsèquement, il est pas loin du top 5 des grimpeurs de ce Tour de France. Mais je sais pas, c'est un coureur aussi trop sur courant alternatif. Faut que je sois vraiment confiant sur une bonne place au classement général d'Ayuso sur un grand tour. Il faut dire que récemment, en 2025, il y a eu cet abandon sur le Giro, cette Volta à travers duquel il est passé totalement au travers. Il est allé chercher 2 étapes, mais on l'attendait sur un classement général, il n'était pas là. Le Tour de France 2024, c'était un peu bizarre. Il avait abandonné, là, on savait pas trop dans quel état d'esprit il était. Et sinon, il faut remonter au Volta 2022 et 2023 pour le voir faire un bon classement général, troisième et quatrième. Donc ça fait 3 ans que Juan Ayuso n'a pas fait un résultat probant sur un grand tour. Et il est quand même dans des conditions qui lui permettront peut-être enfin de le faire, mais moi j'en suis pas totalement certain. Et
Si on doit choisir entre un Evenepoel et un Ayuso, par exemple, pour briller sur ce Tour de France, et ben je partirais plus sur Evenepoel parce qu'il a un talent intrinsèque plus grand et que certes, il a pas mal d'incertitudes, mais Ayuso, c'est la même chose. Donc, je sais pas. Malheureusement, je le sens pas trop pour l'instant, Ayuso. Donc, coté à 50, je trouve que c'est un peu trop ambitieux. Voilà, c'est mon avis sur lui, sur Ayuso. Ceci dit, il aura une belle équipe parce qu'il aura Soren Kragh Andersen, euh, Finn Simmons, etc., qui sont des équipiers de fou sur le plat. Et il y aura Skelmose qui sera un très bon équipier en montagne. Chikone potentiellement aussi. Même Pedersen et Vacek, ils vont l'aider sur les étapes. Donc il est super bien entouré. Mais j'ai peur qu'il replonge dans ses travers, Juan Ayuso. Et c'est pour ça que je le vois pas forcément briller sur ce Tour de France. Voilà. Côté à 75 ensuite, on a Tom Pidcock. Donc là, c'est très intéressant. Tom Pidcock qui sera le leader de la Pinarello Q36.5 sur ce Tour de France. On ne connaît pas encore la composition. A priori, il devrait y avoir le nouveau champion de Grande-Bretagne, Fred Wright. Et Tom Pidcock, donc début de saison un peu compliqué à lire. Il y a ce tour d'Andalousie où il fait une troisième place au classement général. Il était un peu en marge. Il y a sur ce Milan-San Remo où il est très fort. Et ensuite, il y a cette chute en Catalogne qui change un peu tout. Il arrive sur le Tour des Alpes, pas forcément très en forme, même s'il va quand même chercher une victoire un peu au sprint. Sur Liège, il était complètement à la rue. Et ensuite, il a recouru deux fois à Eschborn-Francfort, finit à la deuxième place, et à la classique d'Andorre. Bon, c'est pas vraiment des courses sur lesquelles on peut se pencher pour avoir un résultat référence pour Tom Pidcock. Depuis, il s'entraîne. Je pense qu'il arrivera à un bon niveau. Il a quand même montré sur la Vuelta l'an dernier que c'était un coureur capable de briller sur un grand tour. Franchement, il m'a impressionné l'an dernier sur cette Vuelta qui finit à la troisième place. Devant lui, il y a que Vingegaard et Almeida qui sont des très très bons coureurs. Et donc je pense que Tom Pidcock est enfin devenu un coureur capable de briller sur un grand tour. Reste à savoir où il sera capable de se positionner sur ce Tour de France. Moi, je pense qu'un top 10 c'est envisageable. Mais pour l'instant, tous les coureurs qu'on a cités, c'est-à-dire Pogacar, Vingegaard, Sexas, Del Toro, Lipovic, Ayuso et Evenepoel, je les vois meilleurs que lui. Et c'est aussi les bookmakers, aussi l'avis des bookmakers. Et moi, je le vois même derrière potentiellement un Tobias Allan Johannessen, qui est coté ensuite à 100. Donc je pense que Peacock est devenu un coureur capable de gagner sur des grands tours, d'aller chercher un bon classement général aussi. C'est un coureur plus fiable que par le passé. Maintenant, je pense que ça sera difficile d'aller chercher mieux pour lui qu'une deuxième partie de top 10. Tobias Allan Johannessen, qui sera le leader de la Uno X Mobility, bien évidemment, aux côtés de Magnus Cort, qui va prendre sa retraite après cette année, sachant qu'il a été champion du Danemark aussi sur route très récemment. Pour revenir à Tobias Allan Johannessen, début de saison compliqué, 9e à UAE, transparent sur Estrade Bianche, il était pas mal sur Tirreno, et ensuite il y a eu ce tour du Pays Basque où il était mal parti. Puis finalement, il a fait des bonnes échappées, il a fini troisième du classement général, c'était bien joué. Il y a eu le Tour Auvergne-Rhône-Alpes où pareil, il était mal parti, en lâchant pas mal de temps sur la première étape. Il fait cette échappée à Crévolant et ensuite il joue avec les meilleurs au Grand Colombier et au plateau de Solaison, avec un niveau en montagne franchement impressionnant. On le rappelle, Tobias Allan Johannessen, il fait 6e du Tour de France l'an dernier. Et je pense que cette année, il est en train de confirmer. Et il va aussi faire un top 10 sur ce classement général du Tour de France. Et pourquoi pas 6e. C'est à peu près une place qu'il peut aller viser. Alors certes, l'an dernier, la concurrence était beaucoup plus réduite. Là, on a un plateau très très dur. Mais franchement, Tobias Allan Johannessen, il est en train de confirmer. Et en plus de ça, c'est pas dit que tous les gars qu'on a cités précédemment finissent ce Tour de France. Donc, je suis quasiment certain qu'il sera dans le top 10. C'est quand même un coureur assez fiable. Et pourquoi pas aller chercher une sixième place comme l'an dernier en fonction des conditions de course, mais ça sera forcément un coureur à suivre. Kian Brooks est coté à 200. Kian Brooks qui sera le leader de la Movistar sur ce Tour de France. Il y aura aussi du Heiner Rubio. Mais Rubio, il a déjà fait le Tour d'Italie. Donc voilà, ce sera Brooks le leader. Il monte un peu en forme, enfin, j'ai envie de dire, parce qu'il a 23 ans, Brooks, mais ça fait très longtemps qu'on le connaît. Depuis, j'irai 2022-2023. On attend de lui qu'il fasse enfin des bons résultats avec son classement général sur le Tour de l'Avenir en 2022. Là, il semble enfin sur la bonne pente, Caneto Brooks. Il fait 7e du Tour Auvergne-Rhône-Alpes, c'était pas trop mal.
Je pense qu'un top 10, ça sera peut-être trop dur pour lui, juste classement général du Tour de France, mais peut-être qu'il en sera pas loin. Donc à surveiller aussi Kenneth Brooks. Côté à 200, on a Richard Carapace. Alors Carapace, il a annoncé qu'il ferait pas le classement général, a priori, parce qu'il sent pas suffisamment en forme et parce que Richard Carapace, c'est un gagnant, il s'en fout de faire 10e du Tour de France. Donc a priori, il devrait plutôt viser les étapes et potentiellement le maillot de meilleur grimpeur, pour lequel il sera vraiment favori. Donc c'est pour ça qu'il est coté si loin, Richard Carapace. Et en fait, je serais pas totalement étonné qu'il passe malgré tout un top 15, voire même un top 10 au classement général, mais en visant les étapes. Parce qu'il va prendre de nombreuses échappées qui vont lui permettre de se replacer. Et je serais pas étonné qu'il soit pas si loin au classement général, Richard Carapace. Donc c'est pour ça qu'il est coté aussi bien sur Winamax pour le Tour de France. Côté à 200 donc. Côté à 250, on a Skelmose. Bon, Skelmose, il sera équipier de Ayuso. On verra si Ayuso va au bout du Tour de France. Mais ouais, pareil, je vois bien un top 15 pour Skelmose, mais pas franchement mieux. Et ensuite, on a la doublette de la Bahreïn Victorious, Tiberi et Lenny Martinez qui sont cotés à 300. Donc 300, c'est déjà des cotes immenses, hein, bien évidemment. Et je crois que, si je dis pas de bêtises, la Bahreïn a annoncé que Tiberi ferait le classement général et Lenny Martinez irait chercher les étapes et peut-être le maillot à points. Je pense que c'est pas une mauvaise idée. Lenny Martinez, il a été très fort sur les courses d'une semaine cette année. Je pense au Tour de Catalogne et au Tour de Romandie. Mais je pense qu'il est trop tendre encore pour les grands tours. Et ça me va très bien. Si dès le début, Lenny Martinez se dit je vise les étapes, il y a moyen d'aller en chercher 2-3 en échappée, il y a moyen d'aller chercher un maillot de meilleur grimpeur. C'est ce qu'il a essayé de faire un petit peu l'an dernier, qu'il n'a pas réussi à faire. Et là, ça sera très intéressant pour lui d'essayer de le faire. Et ensuite, Tiberi, bah moi, j'y crois pas, hein. Malheureusement, Tiberi, euh, très très fort en début d'année, deuxième du Tour UAE, quatrième du Tour de Valence. Et ensuite, c'est la descente aux enfers, 42e de Tirreno, abandon sur le Tour du Pays Basque. Tour de Romandie, il passe totalement à travers. Tour de Suisse, pareil. Et en fait, Tiberi, il est déjà à 40 jours de course avant le Tour de France. Je me demande s'il est pas cramé, franchement. On verra ce que ça va donner, mais c'est un coureur qui est capable de briller sur les grands tours, hein, très clairement. 5e du Tour d'Italie en 2024. Mais là, je le sens pas trop sur cette édition. Et c'est pareil pour les bookmakers. C'est pour ça qu'il est aussi mal coté finalement. Bon, après, on monte vraiment dans des cotes qui sont immenses, hein. Donc, Lenny Martinez et Tiberi 300, Jorgensen 300, Damier 400. Et à 400, on a aussi deux mecs de la Ineos. Et avec un troisième à 500, c'est Kevin Vauquelin qui est à 400, Tim Arensman à 400, Carlos Rodriguez à 500, Egan Bernal à 500. Je sais pas si Egan Bernal fera le Tour de France d'ailleurs. Mais ça montre bien un peu le déclassement de cette équipe Ineos. Ils ont des très bons coureurs, mais ils ont pas de mec capable de jouer un classement général pour de vrai. Je pense que celui qui était le plus apte, c'était peut-être Oscar Onley. Et encore, Onley, il a fait une saison un peu compliquée. L'an dernier, il est quatrième du Tour de France, mais c'était un peu lié au déclassement des autres, au fait qu'on a eu beaucoup d'abandons. Et là, franchement, difficile de savoir qui peut aller jouer un classement général pour la Ineos. Et en fait, je suis même pas sûr que ça soit une bonne idée. Pour Kevin Vauquelin, c'est clairement pas une bonne idée. L'an dernier, il s'en sort bien parce qu'il y a énormément d'abandons. Mais moi, je préfère voir Kevin travailler sur les étapes de montagne, peut-être pour ses leaders, et ensuite jouer la gagne sur les autres étapes plus punchy. Et peut-être même que Rodriguez, c'est la meilleure carte pour le classement général pour Ineos. En tout cas, moi, c'est l'impression que j'ai eue sur le Tour Auvergne-Rhône-Alpes où on avait les trois. Bon, Onley out de toute façon. Et Rodriguez, bon, bah, il était très fort il y a longtemps. Sur le Tour de France 2023, il fait cinquième. Sur le Tour de France 2024, il fait septième. Sur la Vuelta 2022, il fait sixième. Mais depuis, il est un peu en décrépitude, Carlos Rodriguez. Est-ce qu'il serait enfin capable d'aller chercher enfin son niveau d'avant? Je sais pas. Mais compliqué vraiment pour l'année de compagnie Ineos. Moi, je vois plutôt tous ces coureurs-là peut-être se mettre en mode chasseur d'étapes. Thymen Arensman qui est vraiment annoncé aussi. Il a déjà fait le Giro, qu'il a fini à la quatrième place. C'était un peu compliqué sur la fin. C'est un coureur qui a du mal à gérer la pression. Moi, je l'adore en chasseur d'étapes. Et je veux qu'il le refasse cette année, comme l'an dernier où il a cherché 2 victoires d'étape. Mais je pense que ça doit pas jouer le classement général. Donc je pense que la Ineos, ils peuvent avoir une méga team de chasseurs d'étapes. Faire un classement général, ça sera plus compliqué.
Donc on verra quelle direction il décide de prendre. Donc voilà pour les principaux favoris. Il y a certaines équipes dont je n'ai pas parlé de manière plutôt volontaire. La Alpecin parce qu'ils n'ont pas de quoi pour le classement général. La Groupama FDJ United parce qu'ils en ont pas non plus. Il y aura Guillaume Martin a priori d'annoncer, mais Guillaume Martin n'est plus un coureur capable de faire un bon classement général sur un grand tour. Donc je l'écarte volontairement, même si c'est des coureurs qu'on aime bien. La Lotto Intermarché, il y aura peut-être Lennart van Etvelt, annoncé a priori sur ce Tour de France. Il devait faire un classement général sur le Tour d'Italie. Il y a eu ses chutes, etc. Machin. Il a abandonné. On verra s'il est au départ, c'est même pas sûr. J'ai pas parlé non plus de la NSN, parce qu'ils n'ont pas de coureur pour le classement général. Ils vont briller avec Binyam Girmay. Je n'ai pas parlé de la Soudal Quick Step, parce que Mikel Landa est trop vieux, tout simplement. 36 ans, 37 à la fin de l'année, il a plus du tout le niveau. Valentin Paré-Peintre, même s'il a fait des très très belles choses sur des courses par étapes cette année, je pense notamment au Tour de Catalogne où il finit à la 4e place, c'est pas un coureur de classement général, je veux qu'il aille chercher des étapes plus tôt, donc je le mets pas non plus dans la discussion pour le classement général. La Jayco Alula sera autour de Luc Plapp, Ben O'Connor. Franchement, Luc Plapp, non. C'est pas un coureur de haute montagne, donc c'est pas son rôle à lui d'aller chercher un classement général là-dessus. Et Ben O'Connor, il a déjà fait le Giro, qu'il a fini à la 16e place. Franchement, j'ai du mal à le voir faire un bon classement général aussi, donc je les ai écartés. On parle pas de la Picnic Postenel, qui est à la dérive complète. On n'a pas parlé de la XDS Astana non plus. Je sais pas s'ils joueront le classement général. Peut-être un Higuita, un Harold Terrada, mais encore, il n'y a rien de sûr. Ils vont peut-être plutôt se mettre en mode chasseur d'étapes et aller en chercher deux, comme sur tous les, tous les grands tours récemment. La Cofidis, ils n'ont pas de coureur de classement général. La Tudor, pour l'instant, ils ont annoncé avec Michael Storer. Michael Storer, il a fait certes 7ème du Tour d'Italie, mais je pense qu'il n'est pas capable d'enchaîner les deux grands tours. Il l'avait déjà fait l'an dernier, si je dis pas de bêtises, d'enchaîner Giro puis Tour de France. Il avait fait 10ème du Giro, 42ème du Tour de France. Bon bah là, 7ème du Giro cette année, peut-être 30ème du Tour de France. Donc je pense que ça sert à rien de viser le classement général pour lui. Je n'ai pas parlé de la Total Energy et de Jordan Jegat. Alors certes, Jordan Jegat a fait 10ème du Tour de France l'an dernier. Là, cette année, il fait une année en dents de scie, avec des blessures, etc. Et il me semble moins fort. Et je préfère aussi qu'il aille viser des étapes, Jordan. Donc je le mets pas non plus dans la discussion. Et enfin, j'ai pas parlé de la Cara Rural parce qu'on connaît pas encore vraiment leur composition. Et je pense que même s'ils ont montré certaines bonnes choses cette année, ils n'ont pas un coureur capable d'aller chercher un mieux qu'un top 15. Donc voilà, je les ai un peu écartés. Conclusion pour le classement général, je pense très sincèrement que les deux premières places sont absolument figées. Pogacar 1, Vingegaard 2. Il n'y a aucun monde dans lequel c'est différent, sauf s'il y a chute et abandon d'un de ces deux gars-là, ce que l'on ne leur souhaite pas évidemment. Pour la troisième place, il y a peut-être un match entre Sexas et Del Toro, ça dépendra notamment de la situation de course de Pogacar et de la liberté qu'aura Isaac Del Toro. Ça dépendra de Paul Sexas. On verra enfin ce que ça va donner sur 3 semaines sur ce Tour de France. Et je mets aussi dans cette bagarre potentiellement un Remco Evenepoel qui peut potentiellement être à ce niveau-là aussi. Ensuite, pour jouer un top 5, Lipovic Ayuso, c'est à peu près dans la même cour. Pas très loin derrière, Tobias Allan Johannessen. Encore un peu plus loin derrière, peut-être Tom Pidcock. Et après, derrière, c'est un peu la foire avec du Kenneth Brooks, du Jorgensen, du Carlos Rodriguez, j'en sais rien, du Skelmose, et pourquoi pas du Carapaz. Et donc, je pense qu'il y aura un Français dans le top 10 et même dans le top 5 de ce Tour de France. C'est sûr et certain, si Paul Sexas va au bout, je pense vraiment qu'il sera top 5. Avec ses qualités physiques, je vois pas comment ça peut en être autrement, surtout avec ses qualités mentales aussi. C'est un vrai champion. Maintenant, pour le podium, c'est possible. Euh, Ça dépendra principalement de ses qualités intrinsèques et de voir s'il est capable de tenir 3 semaines. Ça dépendra un petit peu du rôle d'Isaac Del Toro et ça dépendra du Remco Show. Est-ce que Remco sera en mode machine incontrôlable ou est-ce qu'il aura abandonné à l'étape 10? Donc voilà pour le classement général de Paul Sexas. Un mot rapide du coup sur le maillot blanc. Bon bah ça va se jouer a priori entre Paul Sexas et Del Toro, d'après ce que je viens de vous dire. Je me demande, est-ce que Ayuso est encore éligible à ce maillot blanc? Oui, il est encore éligible, pardon, je dis des bêtises. Donc Ayuso, pourquoi pas, mais je pense que c'est un peu trop loin.
Donc je vois vraiment plutôt un duel entre Paul Sexas et puis Isaac Del Toro. À noter bien évidemment, Remco n'est plus éligible, Florian Leibowitz n'est plus éligible non plus à ce maillot blanc. Et donc voilà, ça sera un combat à 2 et peut-être à 3 avec, si on rajoute Ayuso dans la danse. Côté du meilleur grimpeur, bah, l'an dernier c'était Pogačar qui avait gagné le maillot sans le vouloir. Là, je pense que cette année, ça peut être un peu différent parce qu'on a deux bons coureurs qui ont plutôt annoncé le faire, en la présence de Richard Carapaz et de Lenny Martinez. Et je pense que si un de ces deux-là se fixe l'objectif dès le début, c'est possible d'aller chercher ce maillot de meilleur grimpeur. Il faudra aller devant sur pas mal d'étapes. Dès l'étape du Tourmalet, potentiellement. L'étape du Luran aussi, il y aura beaucoup de points. Il faudra bien sûr être à l'avant sur les dernières étapes aussi. Je pense à l'étape qui fait Croix de Fer, Télégraphe, Galibier. Là, il y a deux cols hors catégorie pardon, et un col de première catégorie. Le maillot à poids va peut-être se jouer sur cette étape-là. Il faudra être à l'avant et aller chercher un max de points. Mais je pense que cette année, il échappe à Pogacar, le maillot. Et donc, je pense que Carapaz ou Martinez, c'est vraiment plutôt safe. Faut dire que l'un des deux ira chercher ce maillot à poids. Et ensuite, le maillot vert. Bah, le maillot vert, il y a beaucoup de bons sprinters sur ce Tour de France. Encore un plateau très relevé. Il y aura déjà Philipsen, qui sera emmené en plus par Van Der Poel, avec Kaden Groves aussi pour la Alpecin. Ça va faire très mal. Il y aura du Olaf Koy, peut-être, on verra. Mais surtout, on aura du Tim Merlier euh, du côté de la Soudal Quick-Step, qui lui aura une équipe qui sera entièrement dédiée à sa cause. Donc ça fait déjà, franchement, deux sprinters, Merlier, Philipsen, euh, de très très grande qualité, qui vont aller très vite et qui vont jouer la victoire, je pense, sur les grosses étapes de sprint. Petit avantage Merlier quand même sur la vitesse de pointe pure, mais Philipsen, il sera capable peut-être de passer à certains endroits, de prendre des points sur des sprints intermédiaires, là où Merlier ne pourra pas forcément le faire. À noter que dans les autres sprinters, on a aussi Mats Pedersen qui sera là. Est-ce qu'il jouera vraiment le classement du maillot vert? On verra. Je pense que c'est possible, mais il faudra se battre sur tous les sprints intermédiaires. Et puis ensuite, du coup, je le disais, peut-être Olaf Koy. On peut rentrer aussi dans ce classement-là, peut-être un mec comme Phil Bauhaus, Arnaud Delis qui est annoncé pour l'instant, Binyam Girmay, bien évidemment, je l'avais oublié, je m'excuse. Candidat très sérieux, même si Binyam Girmay, c'est le Binyam Girmay des grandes années. Mais donc, je pense que ce sera plutôt quand même un duel Philipsen-Merlier, avec Merlier peut-être un poil plus rapide sur les sprints massifs, mais pas capable d'aller chercher toutes les étapes, alors que Philipsen aura un peu plus de latitude. Et on verra comment se positionnera Mats Pedersen là-dessus. Potentiellement arbitre de ce duel-là, on verra. Même s'il est moins rapide que les deux autres, il passe mieux les bosses, même qu'un Philipsen. Donc ça pourrait être une occasion pour lui de se battre un peu là-dessus. Et enfin, je pense que vous l'avez vu, le barème a changé sur le classement du maillot vert. L'an dernier, Pogacar avait fait un peu planer l'ombre d'une menace sur le maillot vert pour Jonathan Milan. Là, avec les nouveaux barèmes qui avantagent plus, pardon, les sprinters sur les sprints plats, je pense que ça n'échappera pas à un sprinter. Donc, je vois vraiment plutôt Pogacar pas trop dans la course pour ce maillot vert. Voilà, j'espère que cette preview vous aura plu. C'était assez long, mais je pense que ça en valait le coup. On a quand même une start list extrêmement dense sur ce Tour de France. Il y a beaucoup de sujets à traiter. Je rentrerai plus dans le détail des profils des différentes étapes avec, comme d'habitude, à chaque fois, avant une semaine, donc avant la semaine 1, on fera la preview de la semaine 1 et ensuite, à chaque fois, sur les journées de repos, le débrief de la semaine qui vient de se dérouler et la preview des étapes qui arrivent. Et là, on se rentrera vraiment dans le profil des étapes. Ça sera super intéressant d'imaginer un peu les stratégies qui seront mises en place par les équipes. J'espère que cet épisode vous aura plu. Profitez bien du Tour de France et je vous dis à une prochaine. Salut!